Et on va passer à la troisième communication et je vais appeler le docteur Elisa Bluewall qui va nous parler d'une autre forme difficile, aussi bien pour le diagnostic que la prise en charge, donc la prise en charge des glaucomes du myope. Elisa, je te cède la parole. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité à parler. Je m'étais préenregistrée, donc je pense que je laisse la main à FMC pour nous passer la présentation. Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce soir. Je m'appelle Elisa Bluvol et je vais vous parler des glaucomes chez le myope fort. Quelques chiffres tout d'abord, à savoir que parmi les jeunes patients glaucomateux, 2 tiers sont myopes et 1 tiers ont une myopie forte. Le risque relatif, toute myopie confondue, au sein d'une méta-analyse réalisée en 2022 sur plus de 500 000 patients, montre que ce risque relatif est de 1,88. En revanche, on voit, notamment sur le graphe présenté sur la diapositive ici, que ce risque relatif augmente de façon assez significative au-delà de l'hémiopie supérieure à moins 6 dioptries et encore plus au-delà de myopie supérieure à moins 8 dioptries. On sait qu'environ 11% des patients myopes de plus de moins 6 dioptries sont glaucomateux et que ce pourcentage peut s'élever jusqu'à presque 30% lorsque la longueur axiale dépasse 29 mm de mercure. Ce risque relatif est principalement lié à un amincissement et à une déformabilité plus importante de la lame criblée chez ces patients, la lame criblée étant le site d'émergence des cellules ganglionnaires en dehors de l'œil. Les particularités anatomiques du myope réside effectivement une modification des fibres de collagène, avec notamment la perte de liaison transversale au sein de ces fibres, ce qui réduit la stabilité de leur liaison et une obstruction à l'écoulement de l'humeur aqueuse dans les espaces des canaux collecteurs, d'où une majoration structurale du risque relatif de glaucome. Associé à cette déformation et irrégularité de la forme de l'œil, on note un diamètre et une surface du canal de Schlemm plus important chez le myope et une diminution d'épaisseur du réseau trabéculaire chez le myope fort. Il existe également un amincissement scléral, en particulier au pôle postérieur, lié à l'allongement de la longueur axiale. Cet amincissement scléral est également associé à une réduction de la rigidité sclérale qui augmente de façon très importante le risque de maculopathie d'hypotonie chez ces patients. Les particularités de la prise en charge du myope. D'une part, les difficultés diagnostiques liées à l'analyse de la papille. On sait qu'il existe une diminution de la profondeur du canal scléral et une lame criblée propulsée vers l'avant. L'excavation physiologique est rare chez ces patients et même chez des patients à des stades avancés de glaucome, l'excavation glaucomateuse est souvent difficile à mettre en évidence. Les papilles sont également très souvent dysversiques et associées à de l'atrophie péripapillaire. Ce qui est très important, et il faut insister sur ce point, c'est de réaliser régulièrement des rétinophotographies afin de pouvoir comparer les papilles dans le temps et s'aider si possible de la présence de coudes vasculaires. On voit sur la photo ci-jointe qu'il existe effectivement au bord complètement au bord de l'excavation un coude, ce qui permet de savoir que cette papille est très excavée. Concernant les chiffres de pression intraoculaire, il faut se méfier également de ces chiffres chez le myope, d'une part parce que les mesures sont souvent sous-estimées du fait d'une rigidité sclérale modifiée. Il faut également toujours corréler les chiffres pressionnels à la pachymétrie, puisque bon nombre de myopes ont bénéficié d'une chirurgie réfractive. À atteinte glaucomateuse égale, il va falloir cibler des pressions plus basses chez le myope que chez les patients hémétropes. Les myopes peuvent être atteints de différents types de glaucome. Le glaucome à angle ouvert, bien évidemment, mais également les glaucomes à pression normale, les glaucomes pigmentaires, qui sont essentiellement l'apanage des petites myopies, et les glaucomes cortisoniques, qui sont plus fréquents chez les myopes, car les myopes forts sont particulièrement sensibles à des corticothérapies locales ou générales.
Le suivi des patients glaucomateux myopes est également plus complexe. En effet, il existe des problématiques importantes plutôt de segmentation des fibres nerveuses rétiniennes avec l'OCT. L'OCT se heurte à des nerfs optiques qui ne sont pas classiques et non identiques à ceux de la base de données. L'analyse des fibres nerveuses rétiniennes est donc difficile. Ces papilles sont souvent dysmorphiques et entourées d'atrophies. Il y a donc un intérêt à réaliser cet examen, surtout d'un point de vue comparatif par rapport à la première acquisition chez ce patient lui-même, plutôt que de le comparer par rapport à la base de données, car on tombe souvent dans des épaisseurs très fines, amincies et des mauvaises segmentations. Le GCC sera plutôt le paramètre à privilégier, avec néanmoins quelques warnings, c'est-à-dire que les couches maculaires sont plus fines chez le myope que chez les patients non myopes, et que le GCC n'a d'intérêt qu'en dehors des plages d'atrophie, à la fois pour le diagnostic et le suivi des patients. Mais effectivement, du fait de l'élongation anormale du globe et parfois de présence de maculopathie myopique ou de problèmes de segmentation de l'interface vitréo-rétinienne, il faudra également bien s'assurer qu'il n'y a pas d'artefact pour l'analyse de ce paramètre. Vous aurez compris que chez le myope fort, on va donc privilégier un suivi grâce à la périmétrie. Néanmoins, le champ visuel s'associe très fréquemment chez les myopes d'un élargissement de la tache aveugle lié à une atrophie péripapillaire. On note souvent une hyposensibilité diffuse qui sera majorée si le patient porte des verres correcteurs et non des lentilles lors de l'examen. La fréquence de déficit de type sécocentraux ou arciformes temporaux est plus importante au sein des patients myopes que chez les autres. Et il faudra surtout se méfier de déficits qui peuvent être liés à la disversion elle-même. Il faut donc faire très attention à toujours corréler la présence de déficit périmétrique à l'analyse du fond d'œil et essayer de mettre en évidence de façon reproductible une progression. Comment prendre en charge ces patients ? Tout d'abord, gardez en tête qu'en cas d'anomalie du champ visuel et de la tête du nerf optique qui ne vous permettent pas d'avoir de certitude diagnostique, il faudra préférer traiter un patient myope comme s'il s'agissait d'un glaucome avéré. D'autre part, il faut toujours considérer une tension cible plus basse que celle de la population non myope qui présenterait un glaucome au même stade. Le traitement médical reste le traitement de première intention. Chez le myope, l'effet hypotonisant du 4 classes est comparable à celle des patients non myopes. Il faut néanmoins faire attention avec l'utilisation de myotiques qui sont, si possible, à proscrire chez ces patients du fait d'un risque élevé de déchirure rétinienne périphérique. Chez les patients glaucomateux myopes forts, les fluctuations pressionnelles sont plus importantes que chez les non-myopes, et notamment après un exercice physique. Que savoir de la trabeculoplastie au laser ? Les études n'ont pas montré que la myopie, la longueur axiale ou la pigmentation trabéculaire étaient des facteurs de risque qui influençaient le taux de réponse ou le degré de baisse pressionnelle après SLT. On peut donc utiliser cette technique de façon similaire aux patients non myopes, à la fois en termes de réalisation et de gestion des suites post-laser. Néanmoins, préférez en traitement post-laser les AINS plutôt que les corticoïdes afin de limiter le risque d'hypertonie cortico-induite. Les traitements chirurgicaux devront, comme chez les autres patients, être envisagés uniquement en cas de glaucome évolutif, malgré un traitement maximal médical. Probablement, les MIGS sont intéressantes au sein de cette classe de patients, du fait d'une ouverture sclérale plus petite que pour les chirurgies filtrantes, du fait d'un meilleur contrôle du flux d'humeur aqueuse et de moins de complications post-opératoires.
Nous allons détailler maintenant quelques MIGS pour lesquels des études spécifiques chez les myopes sont parues. On commence par le XEN. Alors, une étude a comparé XEN seul et combiné XEN au sein d'une population myope forte avec une myopie moyenne de moins 13 dioptries et n'a pas montré de différence significative en termes de taux d'hypotonie ni de complications post-opératoires parmi ces procédures solo ou combinées. Une étude a comparé le XEN à la trabéculectomie avec un échantillon faible néanmoins, 9 patients traités par XEN, 9 par trabéculectomie, avec des myopies moyennes de moins 14 dioptries, et qui a montré une incidence plus élevée d'hypotonie et de maculopathie d'hypotonie dans le groupe trabéculectomie. On voit ici ces taux de complications, à la fois en termes de maculopathie, d'écollement choroïdien et d'hypotonie qui sont plus importantes dans le groupe trabéculectomie. En revanche, les courbes de survie se rejoignent lorsque le délai post-opératoire atteint à peu près 200 jours. Pour les autres MIGS, une seule étude sur les myopes forts et le PreserFlow est parue, avec donc un seul case report qui montre une bonne efficacité du PreserFlow qui pourrait être une alternative à la trabéculectomie. Les microtrabéculotomies ab interno micro-hook montrent que la jeune et le fort degré de myopie sont des facteurs de risque de cyclodialyse et de maculopathie d'hypotonie après ce type de MIGS et que l'incidence des pics pressionnels avait été retrouvée de façon significativement plus importante lorsque la longueur axiale excédait 26 mm de mercure. La canaloplastie comparée à la trabéculectomie retrouve une incidence inférieure d'hypotonie dans le groupe canaloplastie, avec néanmoins presque un tiers des patients qui avaient nécessité une reprise chirurgicale. La trabéculotomie à l'aide du Kaouk Dual Blade retrouve des efficacités intéressantes, mais en revanche une incidence plus importante d'échec de trabéculectomie lorsque la myopie est considérée comme pathologique, c'est-à-dire définie par la présence de complications typiques de la myopie au pôle postérieur. Concernant les chirurgies filtrantes, il faut noter que l'utilisation des antifibrotiques doit être faite de façon plus attentive. Il existe effectivement un risque accru de surfiltration du fait probablement de l'amincissement scléral et du risque d'augmentation de maculopathie d'hypotonie. Les facteurs de risque de maculopathie d'hypotonie qui ont été identifiés sont le sexe masculin, le degré de myopie plus élevé, l'âge jeune des patients et les antécédents de chirurgie filtrante préalable. Lorsqu'on compare la trabéculectomie chez le myope versus les patients non myopes, plusieurs études ont montré que la myopie forte est un facteur de risque d'échec de trabéculectomie. Les études qui ont comparé la sclérectomie profonde versus trabéculectomie ont montré qu'il existe un risque relatif d'hypotonie, d'effusion ivéale, de cataracte et d'hypothalamie post-opératoire plus importante dans le groupe trabéculectomie comparé à la sclérectomie profonde. En revanche, l'esclérectomie profonde est un geste complexe, d'autant plus chez le myope. Le choix du dosage et le temps d'application des antimitotiques doivent être maniés avec prudence, comme on l'a déjà signalé, du fait de la fragilité et de la finesse de la sclère. La réalisation de la sclérectomie est un peu plus complexe, car en effet les repères anatomiques habituels sont modifiés du fait de l'allongement limbique et de cette sclère amincie. Le risque d'hypotonie post-opératoire est significativement plus important chez le myope fort, que ce soit en post-opératoire immédiat, mais également après des procédures de type needling ou des gonioponctures. Que retenir ? Les glaucomes du myope sont des glaucomes complexes. Il existe des difficultés diagnostiques et
la myopie est considérée comme un facteur de risque à part entière de glaucome, mais pas un facteur de risque de progression. Il faut se méfier des chiffres prévisionnels chez le myope et toujours privilégier une tension cible plus basse que chez les autres patients. Les difficultés de segmentation de l'OCT et les risques de biais sur le GCC vont faire privilégier le champ visuel comme examen de diagnostic et de suivi chez ce type de patient. Et en cas de chirurgie, il faudra manipuler les antimitotiques avec prudence, probablement préférer les chirurgies mini-invasives, et en cas de chirurgie filtrante, privilégier la sclérectomie profonde. Le risque de complications est majoré en cas de myopie pathologique. Les facteurs de risque de maculopathie d'hypotonie identifiés sont le sexe féminin, l'âge jeune, le degré de myopie élevé et les antécédents préalables de chirurgie filtrante. Ces patients nécessitent une surveillance plus rapprochée et donc j'espère que ce topo vous aura été utile. Merci à vous.